99 pays, dont la France, ont été affectés. L'attaque est massive, du jamais vu selon certains experts informatiques. Immédiatement, la totalité de notre système. Bonjour et bienvenue. Vous êtes certainement surpris. Alors soyez très attentifs. La cybersécurité est un sujet très important, souvent sous-estimé, par moi le premier. Mais c'est un sujet qui mérite une attention toute particulière. Je ne vous parle pas d'email classique qu'un soi-disant réfugié politique très aisé vous envoie pour vous solliciter, pour avoir vos coordonnées bancaires, pour y déposer sa soi-disant fortune. Non, là on parle de cyberattaques en bonne et due forme, associées à des demandes de rançon. Oui, des demandes de rançon. La cybercriminalité a pris une tournure globale et industrielle. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir ici pour cette table ronde cybersécurité de Prodware. Je suis avec Cyril Duvivier. Bonjour Cyril, directeur infrastructure cloud et digital chez Prodware, et Arnaud Jumelet, National Security Officer chez Microsoft. Bienvenue messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors notre thématique du jour, vous l'avez bien compris, c'est la cybersécurité. Dans l'actualité, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une cyberattaque qui se commet quelque part dans le monde. Soit on attaque des hôpitaux, des administrations, des entreprises, enfin il y en a partout. Et Prodware est un acteur majeur, un acteur de la transformation digitale et bien sûr très présent en matière de cybersécurité. Et Microsoft, bien sûr, le leader mondial de la cybersécurité qui est avec nous. Donc ça va être une émission riche en échanges et en informations. Et nous avons aussi un invité surprise. Vous allez voir tout à l'heure, je vous en dirai plus. Mais avant de plonger dans la thématique de la cybercriminalité, la cybersécurité, j'aimerais qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour qu'on comprenne bien ce que ça signifie, la cybersécurité. C'est pour ça que j'aimerais me tourner vers Cyril. Cyril, pour que tu nous expliques, tu nous donnes une définition claire et nette de ce que c'est la cybersécurité aujourd'hui. Alors, Alizé, la cybersécurité aujourd'hui, ou la sécurité numérique, ce sont l'ensemble des moyens qui vont permettre de protéger nos informations personnelles, nos informations sensibles, vis-à-vis des organisations malveillantes. D'accord. Donc, en réalité, comme on va le voir au cours de cet entretien, la cybersécurité, ce sont certes des moyens, donc une organisation, des services, des outils, mais aussi de l'anticipation et du bon sens. Alors, du bon sens, en fait... Dans les bonnes pratiques. Ouais, c'est ça, parce que ce qu'on a bien compris, c'est que le bon sens, c'est que le facteur humain, il est clé dans la cybersécurité. Et on voit, c'est le principal point de faiblesse des organisations, des organisations informatiques aujourd'hui. Et de l'anticipation, pourquoi ? Parce que il faut, dans cet enjeu-là de la cybersécurité, il faut anticiper, il vaut mieux mettre des moyens, investir en amont, plutôt que de payer les conséquences dramatiques d'une crise, d'une attaque que subissent malheureusement trop de clients aujourd'hui. Alors, j'entends ce que tu dis, Cyril, mais moi, depuis que j'ai l'âge de travailler, comme toi, on n'est pas tout jeune, mais pour moi, c'est le b.a.-ba. Ça a toujours existé, la sécurité, dans les années 80, 90. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la cybersécurité sort comme ça, comme une priorité absolue, comme une découverte presque? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, le cyberrisque, il est quoi? Il est la conséquence d'une transformation globale de notre société. En réalité, on rentre aujourd'hui dans ce qu'on appelle la 4e transformation industrielle. La transformation digitale. Donc. Voilà, la transformation digitale dans laquelle on voit qu'il est extrêmement facile pour une organisation malveillante d'aller frapper un client, une organisation depuis l'autre bout de la Terre. Donc voilà, ça c'est vraiment le changement de paradigme auquel on fait face. Donc on n'est plus dans l'email qu'on reçoit, comme quoi on a gagné à la loterie, etc. On parle vraiment des attaques, comme on le voit dans l'actualité, des entreprises, etc. Ces attaques sont nombreuses, je l'ai dit en introduction, on en témoigne tous les jours, partout dans le monde, que ce soit des hôpitaux, des administrations, des entreprises évidemment. Mais est-ce qu'on peut apporter un chiffre ou chiffrer ces dommages ou les conséquences de ces cyberattaques, parce que ça doit être incroyable puisqu'il y a tellement d'activités, ça doit être très lucratif.
lucratif. C'est pas le bon mot, mais en tout cas pour les criminels. En tout cas, c'est très coûteux pour les compagnies d'assurance qui produisent des chiffres et très lucratif pour les cybercriminels. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre là-dessus? Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, le développement des attaques se fait essentiellement autour des ransomware, d'accord. Donc une demande de rançon, voilà. On arrête les systèmes, payez-nous, sinon. Exactement. Et puis on voit aussi une nouvelle menace émerger, c'est les attaques de type IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, puisque en fait les objets se multiplient et multiplient le nombre de risques, d'accord, aujourd'hui. Voilà. En synthèse, les compagnies d'assurance nous disent le cyber-risque a coûté 1 milliard à peu près en 2019, il a coûté 1,6 milliard en 2020. Donc on voit, c'est déjà monumental à l'échelle du monde. D'accord ? Alors on a dit tout à l'heure, donc les organisations, les hôpitaux, les administrations, les entreprises, mais qui précisément est attaqué? Quel genre de société? Quel profil? Et qui est vraiment à risque ou exposé parmi ces entreprises? Non, aujourd'hui, pour être clair, nous sommes tous vulnérables. Les particuliers comme les entreprises. Après, ce que nous savons, si on zoome un petit peu sur les clients de Prodware, on voit un petit peu que, en fait, les organisations grands comptes ont plutôt mis en œuvre une politique de sécurité robuste et sont relativement à l'abri. Et à contrario, les TPE, PME, ETI, qui représentent essentiellement notre marché, sont des entreprises qui ont encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et on le voit, elles souffrent beaucoup en ce moment. Donc les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises sont vraiment victimes et ciblées aujourd'hui. D'accord. Alors, donc dans tout ça, il faut forcément apporter des réponses, combattre cette cybercriminalité. Qu'est-ce que Prodware propose à ses clients et à ses futurs clients, les prospects aujourd'hui? En fait, Prodware est déjà une organisation en soi. Donc déjà, Prodware en tant qu'organisation de services tournée vers ses clients doit se protéger lui-même. Donc Prodware met en œuvre, si tu veux, les best practices au sens de la sécurité. C'est le respect de deux grands règlements, dirons-nous. Le premier, c'est le respect de la sécurité des données personnelles, ce qu'on appelle le RGPD, la réglementation générale pour les données personnelles. Qui est en vigueur depuis 2-3 ans, non? 2018, voilà, depuis 2018. Et après, depuis très longtemps, le monde IT a réglementé la best practice sécurité. Nous, on respecte la norme ISO 27001, d'accord? On respecte ces principes. Et c'est vrai que l'ensemble de nos services sont drivés par le respect de deux considérations qui sont security by design et security by default. C'est-à-dire que dès qu'on va concevoir un système d'information, qui soit infrastructure ou logiciel, on va respecter ces grands principes, d'accord? C'est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est pour nos clients, pour nous-mêmes, etc. On a un catalogue qui est assez rempli, je suppose, chez Prodware. Beaucoup de solutions. Tu vas nous en parler peut-être un peu plus tard dans l'émission. Donc, je me tourne maintenant vers Arnaud Jumelet, National Security Officer chez Microsoft. Microsoft qui est notre partenaire historique de Prodware et également leader dans le domaine de la cybersécurité. Arnaud, bonjour, rebonjour. Bonjour. Ton point de vue, le point de vue de Microsoft sur la cybersécurité, les tendances, la stratégie, où est-ce qu'on va à partir de là et comment ça va se développer? Dis-nous ce que tu en penses. Ce qu'on observe en fait, c'est qu'aujourd'hui, parce que Cyril l'a bien mentionné au départ sur, je pense, la complexité qu'il y a des environnements aujourd'hui pour défendre. Oui. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est vraiment de défendre dans un environnement où les technologies ont évolué. Donc on a aujourd'hui du multi-cloud, il y a du cloud forcément, il y a du cloud hybride, on a des environnements qui sont aussi avec, comme on dit, des edge et de l'IoT. D'accord. Et donc la difficulté, la première, c'est de défendre en permanence quand un attaquant, lui, peut choisir quand il attaque et où il attaque. Donc souvent on parle d'asymétrie entre la défense et l'attaque, ce qui veut dire que malheureusement le rôle de défenseur est beaucoup plus dur à avoir. Il y a une sorte de perte de contrôle ou simplement tellement de... Non, les défis sont accélérés. D'accord. Aujourd'hui, la numérisation, elle est partout. Oui. Et par rapport à ça, les attaques ont évolué en sophistication aussi. On a parlé de ransomware. Oui. Tout ce qui est phishing également ont vraiment augmenté. Et côté Microsoft, on a vu ces grandes tendances l'année dernière. Donc on publie ce qu'on appelle le Microsoft Digital Defense Report. D'accord. Qui est un rapport en fait qui consolide finalement tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le cloud et puis sur les environnements qui sont un peu distribués. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les gangs qui font des ransomware, en moins de 45 minutes parfois, réussissent à bloquer une organisation. Alors, tu dis gang, c'est intéressant parce que gang, ça suppose qu'il y a une organisation,
une structure, une industrialisation de ce phénomène. C'est ce que tu confirmes? C'est plus quelqu'un dans son coin, dans son sous-sol qui essaie de... C'est indéniable. Hein. Il y a une économie par rapport à tout ça. Et quand on parle de rançon logicielle, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement de bloquer une organisation en demandant en échange une rançon qui est payée en crypto-monnaie. D'accord. Et c'est la promesse qui est donnée pour récupérer ces données. Mais souvent, en fait, les services informatiques sont complètement bloqués et on peut rien faire. Cette forme d'attaque ransomware que Cyril a mentionné, que tu mentionnes, c'est la principale méthode de hacking pour les hackers, le ransomware? C'est une tendance qui se confirme depuis 3 ans. On assiste, j'ai envie de dire, depuis 2018 à une envolée des ransomware. D'accord. Et ça continue cette année encore, oui. Donc, toutes les sociétés ont intérêt à se munir des solutions que Microsoft propose, que Prodware propose, parce qu'il faut absolument se défendre. Ça devient quelque chose de phénoménal, vraiment. Oui, tout à fait. Donc, ce que Microsoft propose aujourd'hui, c'est des solutions... Enfin, on a un positionnement qui est assez intéressant par rapport au marché. C'est d'avoir, en fait, des solutions qui sont dites de bout en bout de la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de protéger à la fois les environnements de travail. Oui. Donc, on a des solutions qui s'installent pour protéger le endpoint, donc que ça soit les postes de travail. Alors, quand je dis postes de travail, c'est Windows, bien évidemment, mais c'est également macOS, Linux, également sur les appareils mobiles. Okay. L'année dernière, on a vu aussi explosion d'accès au système d'information depuis tout type d'appareil. D'accord. Et donc, on propose notre anti-malware pour les plateformes également iOS et Android. Okay. Mais on s'arrête pas à ça. Bien évidemment, il y a des solutions de filtrage d'emails qui sont proposées, qui permettent justement de lutter contre toutes les attaques de type phishing. Et puis, bien évidemment, des solutions pour gérer les postes de travail à distance et les appareils mobiles, ainsi que des solutions de CASB. Et donc, ces solutions, aujourd'hui, elles ont été reconnues par le Gartner. Ce qui est intéressant, c'est de voir Microsoft comme un acteur de la cybersécurité. Oui. Il y a eu une vraie transformation. Et aujourd'hui, on voit les résultats dans les différents rapports des analystes, où Microsoft est maintenant positionné comme leader sur ces solutions, que ce soit anti-phishing, anti-malware, filtrage au niveau du cloud, etc. Et donc, on a un panel de solutions qui permettent vraiment d'adresser les défis des entreprises de toute taille. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. On a un petit chiffrage sur la tendance d'évolution de la cybersécurité, le marché, qu'est-ce qu'il va représenter dans les 2-3 ans à venir, ou on n'a pas encore ces données-là? On voit que les analystes, les études disent que c'est une croissance qui va être soutenue chaque année. D'accord. Donc c'est plus 10, plus 15% chaque année qui est prévu. Et donc c'est important. Et il y a d'autres défis bien sûr par rapport à ça. Au-delà des outils, il y a aussi la pénurie de talent. Il faut absolument avoir des experts qui puissent accompagner cette transformation pour les entreprises. D'accord. Et c'est aussi un autre défi qu'on peut voir, c'est que les attaques, elles s'automatisent, c'est sophistiqué de plus en plus. D'accord. Et les défenseurs, les experts, aujourd'hui, on en manque beaucoup, que ça soit en France, mais au niveau mondial également. Donc, c'est des nouvelles qui sont, à première vue, inquiétantes, mais il y a quand même de la bonne nouvelle et il faut rester positif. Microsoft nous apporte ces solutions qui peuvent combattre cette cybercriminalité. Est-ce que tu as une note positive ou à nous communiquer aujourd'hui? Le côté positif, c'est ce que tu disais, Cyril, c'est le côté bonne pratique à mettre en place. Oui. Et quand on regarde dans les faits aujourd'hui, quand on parle de sophistication des attaques, c'est vrai, c'est indéniable. D'un point de vue technologique. Technologique sur les grandes entreprises, etc. Okay. Maintenant, sur les petites structures, que ce soit des particuliers ou bien des structures de taille plus modeste, généralement, les attaques pourraient être évitées si on prenait en compte des gestes numériques simples. Et malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va parler de quoi? On va parler d'authentification forte, donc d'encadrer les mots de passe et de faire en sorte d'aller au-delà du mot de passe pour avoir une application qui valide la transaction ou passer sur des clés de sécurité FIDO2. C'est des technologies qui sont complètement abordables et qui permettent de lutter by design contre le phishing. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est les mises à jour. Si on appliquait de façon systématique toutes les mises à jour, on sera en meilleure posture de sécurité. Et puis au-delà de ça, c'est pas vraiment de la prévention, mais c'est plutôt de se mettre dans la posture que ça peut arriver, les attaques informatiques. C'est, je pense, les sauvegardes. Faire des sauvegardes qui soient déconnectées du système d'information pour être en mesure finalement de lutter en cas de sinistre informatique. Alors, si je comprends bien, ça exige un vrai changement d'état d'esprit, de bon sens pour contrer la plupart des attaques. C'est ça ce que je... c'est finalement le 4e principe, c'est de mettre la culture de la cybersécurité dans l'entreprise. D'accord.
Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que le risque numérique, c'est un risque comme un autre pour l'entreprise. C'est un sujet au niveau du board. Bien sûr. Et finalement, il faut insuffler cette culture de la cybersécurité, quelque chose de quotidien, de régulier, des gestes barrières numériques. Okay. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à maintenir au quotidien, les choses évidentes, le bon sens. Mais c'est ça qui fait la différence par rapport à ceux qui vont se faire attaquer dans le futur. Alors avant de terminer, vous avez tous les deux mentionné le phishing ou le hameçonnage. Quelqu'un peut me donner la définition de ce que c'est ? Le hameçonnage, en fait, c'est une des dimensions de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est toutes les techniques qu'emploient les hackers, les pirates, pour parvenir à leur fin. D'accord ? Et dans ces différentes démarches ou techniques, il y a le hameçonnage. Le hameçonnage, il a deux formes. Le hameçonnage email, c'est-à-dire là, on essaie de vous tromper au travers d'un email, mais aussi du hameçonnage vocal. C'est-à-dire, on vous appelle pour vous se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour vous soutirer une information. Voilà. Parfait. Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et maintenant, ne quittez pas. Restez avec nous. Nous avons notre invité surprise. À tout de suite. Nous revoilà. Et nous sommes avec notre invité surprise que je vous ai annoncé en début d'émission. Nous sommes avec un hacker éthique. Oui, hacker éthique. Un profil que j'ignorais jusqu'avant cette émission. Nous sommes avec Victor Poucheret. Bonjour Victor, bienvenue. Bonjour Élisée, merci. Alors, Victor est un hacker éthique, c'est un hacker qui va nous aider à combattre la cybercriminalité. Je suis ravi que Victor ait accepté notre invitation. Donc, Victor, bienvenue à cette table ronde. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux me confirmer que tu es bien un hacker éthique et me définir ce qu'est un hacker éthique ? Absolument, Élisée, je confirme, je suis bien un hacker éthique. Ouf. Le white hat, le côté blanc, le bon côté de la loi. D'accord. Le hacker éthique, en fait, aujourd'hui, il vient soit de façon purement bénévole, donc dans le cadre d'actions pro bono, soit éventuellement dans le cadre de prestations de services, venir contribuer à la sécurité des entreprises par son expertise, notamment dans les vecteurs d'attaque offensifs. D'accord. Ce à quoi en fait vient s'ajouter une plus-value, celle du transfert de l'expertise technique, celle de la connaissance de la remédiation et de ce qu'on appelle en fait en anglais les mitigations à mettre en place pour venir justement contribuer à sécuriser une entreprise, aussi bien sur un plan technique que managérial et organisationnel. Alors qu'au final en fait d'un cœur extrêmement technique, au final, on finit par couvrir beaucoup d'aspects de la vie d'une entreprise. Alors, le terme de hacking, j'en entendais parler avant, hacker éthique pour moi c'est nouveau, mais depuis quand est-ce que tu estimes que ce phénomène de hacking existe à proprement parler ? Depuis le début de l'informatique ou c'est un phénomène plutôt récent ? Absolument, depuis le début de l'informatique et voire même avant. Oui. Si on reprend l'étymologie réelle du terme hacker, on s'aperçoit que cela remonte aux années 70 avec initialement des passionnés, il me semble, d'un club de train en fait, qui était au MIT en Amérique du Nord, où en fait initialement l'idée du hacking c'est simplement la capacité ou la volonté, l'envie de dépasser les limites d'un système. Là où un utilisateur traditionnel se contenterait de ce qu'il a, le hacker en fait cherche à venir l'étendre, à venir en fait dépasser les limites qui lui sont imposées. Donc le plaisir du défi de ce... D'accord, c'est ça. Absolument. Et donc en fait oui, cette volonté existe depuis soit même avant l'avènement de l'informatique et la volonté de dépasser les systèmes, de pénétrer dans d'autres systèmes informatiques existe depuis l'avènement des ordinateurs. Oui. Ok, donc on a bien compris ce que c'était la cybercriminalité et les gens qui sont derrière, les hackers. On verra un peu plus tard dans l'interview. Mais pour l'instant, Cyril elle nous a expliqué tout à l'heure que les principales victimes étaient les PME et les ETI qui sont ciblés par le hacking. Est-ce que tu partages cette analyse ou est-ce que tu as un avis différent ? Alors oui, absolument, et j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que, tu l'as cité tout à l'heure, effectivement, il y a les particuliers aussi qui sont ciblés, les PME, les ETI, tout ce qui est éventuellement organisation publique, et ça, très souvent, on le voit malheureusement, et je n'irai pas jusqu'à la diffamation, mais effectivement, il y a des entreprises, des États, des institutions publiques également qui sont touchés dans le cadre de cyberattaques sur lesquelles je ne m'avancerai pas à attribuer, disons, une cause racine ou un acteur. Donc là, tu es en train de nous dire que la cybercriminalité ou le hacking est devenu une arme politique, une arme économique, carrément. Absolument. Et en fait, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a effectivement une industrialisation de cette activité-là. C'est une activité criminelle, mais qui fonctionne en fait avec des schémas d'entreprise qui, in fine, sont presque tout à fait classiques ou banals,
Donc des sociétés qui n'ont évidemment pas pignon sur rue, mais qui sont virtuelles, avec un service commercial, une direction, un service de support éventuellement, et qui travaillent comme ça, Absolument. avec des objectifs pour aller hacker, récupérer, demander, exiger de l'argent en retour. Absolument, on a un écosystème complet, du ransomware as a service, du software as a service, des développeurs, du marketing, du commercial, de la tête pensante de la direction managériale et bien sûr des équipes techniques derrière pour réaliser. Donc c'est une vraie déclaration de guerre moderne, qui est lancée pour les entreprises. Absolument. Bon, alors, donc j'ai compris qu'un hacker est motivé par le défi, maintenant par l'appât du gain. Est-ce que c'est vraiment que l'appât du gain aujourd'hui qui motive les hackers ? Alors c'est une question qui est extrêmement vaste. Si je peux me permettre de diviser pour caricaturer un petit peu, effectivement, on a très bien industrialisation, un business, c'est basé sur l'appât du gain. Il faut que ça soit rentable. Donc oui, l'appât du gain est indéniablement un des facteurs principaux aujourd'hui des attaques par ransomware. Enfin, en tout cas, l'une des causes principales. En revanche, il y a toute la notion d'activisme politique ou d'activisme lié, entre guillemets, à une idéologie. D'accord. Elle peut être aussi bien de l'ordre de l'engagement, par exemple, purement écologique, que parfois d'ordre terroriste ou lié, entre guillemets, à un État-nation. C'est l'idéologie qui peut être derrière un piratage, en fait, est extrêmement vaste. Par contre, aujourd'hui, ce qui concerne le plus l'entreprise, c'est soit la partie motivation par l'appât du gain, la motivation financière, soit, dans certains cas, la récupération de la propriété intellectuelle, et où, en fait, justement, tout l'aspect... Pour revendre, etc., etc. Alors, en parlant d'appât du gain, la question me brûle les lèvres. Combien, en moyenne, gagne un hacker ? Combien d'argent il peut se faire ? J'imagine que tout le monde se pose la question, personne n'ose, mais moi, j'y vais. Alors, on va prendre les deux côtés de la loi. Un hacker brillant. Oui. On va prendre les deux côtés de la loi. Du côté des cybercriminels, effectivement, quand on voit qu'une rançon s'élève très rapidement à plusieurs millions, on a quand même assez peu de données officielles sur qui paye réellement les rançons, mais elles sont payées. D'accord. Généralement, si l'on s'en base, entre guillemets, aussi à l'image que certains, entre guillemets, hackers dans des pays un petit peu moins régulés peuvent renvoyer, on estime aisément qu'ils gagnent plusieurs millions par an et donc des salaires qui peuvent approximer la centaine de milliers d'euros par mois. C'est des estimations hautes pour entre guillemets, les hackers, entre guillemets, enfin les cybercriminels en tout cas, qui sont le plus industrialisés. De la même manière, Victor, lorsqu'on connaît un marché dans une industrie particulière, on sait qu'il y a tant d'acteurs, les tendances, les ventes. Est-ce que du côté de la cybercriminalité, est-ce qu'on sait combien il y a de sociétés qui pratiquent la cybercriminalité, ou ça reste quand même assez vague comme notion? C'est assez nébuleux et ça fait partie en fait d'un domaine d'études à part entière qui s'appelle justement le threat hunting, donc la chasse aux acteurs de menaces. D'accord. Sur lequel en fait, l'idée c'est d'être toujours à la pointe de l'information et de la recherche justement sur ce milieu criminel. D'accord. Dans lequel en fait, il y a des gangs, la notion de gang que tu as évoquée tout à l'heure, qui se forment, qui se dissolvent de façon extrêmement dynamique. Des acteurs beaucoup plus importants, qui eux vont par exemple mener le marché en termes de développement de ransomware ou en termes de piratage d'un certain niveau, parfois même d'un niveau étatique. En fait, on a un écosystème qui est en permanence soit en rebranding, c'est-à-dire en fait en modification de leur propre nom, soit en permanente dissolution et reconstitution. Messieurs, sentez-vous libre de poser des questions. Moi, j'ai des tas de questions. Est-ce que ce qu'évoque Victor vous donne envie d'aller plus loin, de poser des questions? Est-ce que ça confirme ce que vous pensez ou il y a des nouvelles choses que vous découvrez? Arnaud? Non, ça confirme effectivement ce qu'on voit côté Microsoft. On a des services de threat intelligence, par exemple, dont les clients peuvent bénéficier. D'accord. C'est-à-dire qu'on émet des rapports sur la menace actuelle et puis en fonction de l'industrie, les clients peuvent avoir des rapports précis sur en ce moment, il y a tel type d'attaque menée par tel groupe de cybercriminels. D'accord. Et faites attention à tel et tel comportement suspect, car c'est peut-être signe chez vous qu'il se passe de l'activité criminelle. Donc clairement, aujourd'hui, c'est une activité qui est riche et comme tu l'évoquais, Victor, les groupes se forment, se déforment au fur et à mesure. Et donc il y a besoin effectivement d'avoir ce service ou l'expertise de gens qui sont au cœur sur le sujet, qui font de la veille.
Parce que c'est vrai que le point important sur la cybersécurité, c'est de se tenir à jour et d'avoir de la veille en permanence. Et est-ce que Microsoft donc a ses propres équipes de hackers ou font appel à des sociétés comme celle de Victor, ou est-ce que tu peux nous communiquer ça? Oui, on fait appel à ce type d'activité, enfin de gens qui vont tester la sécurité, effectivement. En fait, pour nos services en ligne, on l'a découpé de plusieurs façons, mais on a notre propre groupe d'experts. Donc, on parle souvent de Red Team, donc c'est des hackers éthiques, si j'ose dire, qui sont vraiment en interne et qui sont là pour éprouver la sécurité des services et des systèmes. Donc, ils travaillent pour Microsoft, ils ont des règles d'engagement très précises, mais ça permet justement en fait de découvrir les défauts qu'on peut avoir. Et puis dans tous les cas, on fait appel également à des sociétés externes, parce que on a peut-être les meilleurs experts chez nous, mais il y en a peut-être d'autres ailleurs, donc on peut faire appel à d'autres experts. Et puis de manière plus ouverte, des entreprises qui auraient en fait leurs propres experts, qui voudraient faire appel à d'autres experts, peuvent le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un test dit de pénétration sur les services cloud Microsoft, c'est quelque chose qui est encouragé, qui est complètement possible. Quiconque qui a l'expertise peut le faire et peut mener en fait ses propres tests pour regarder si les services fonctionnent comme ils le souhaitent d'un point de vue de sécurité. Donc c'est quelque chose qu'on propose. Et puis on propose également ce qu'on appelle le bug bounty, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont à disposition pour que quiconque trouve une faille sur un des produits qui est éligible ou service en ligne, peut avoir tout simplement une rémunération s'il divulgue la faille de façon responsable. Et donc on a également un programme de bug bounty. Ok, alors tu parles d'experts. Victor, tu es un expert. Je reviens sur le profil des hackers. Est-ce qu'il faut avoir un profil très technique? Est-ce qu'il y a une formation particulière à suivre? Est-ce que ce sont simplement des passionnés qui sont surdoués? Quels sont les profils types d'un hacker? Alors, le point le plus important, et celui qui le revient le plus régulièrement, en tout cas chez les personnes que je peux côtoyer, qui ont généralement un certain niveau d'expérience, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Généralement, ce que l'on conserve en fait vraiment comme la principale qualité que l'on trouve dans le hacking, et ça n'est pas limité à l'informatique, vraiment, c'est limité, cela peut être étendu à absolument toute discipline, c'est cette volonté d'aller plus loin, de vouloir creuser, d'être obstiné, et d'avoir cette obsession pour la résolution d'un problème. Et une fois qu'on a résolu un problème, c'est être capable de résoudre élégamment. Et en fait, c'est vraiment cette volonté, soit à travailler. Il y a énormément de profils autodidactes. Personnellement, je viens d'un background qui est radicalement différent de celui de la sécurité, sur lequel j'ai fait mes classes en autodidacte. Et c'est un profil qu'on retrouve chez beaucoup de hackers. Cette volonté de dépasser les limites et au final en l'occurrence, dans ce milieu-là, dans le hacking éthique, de faire le bien autour. Donc, en gros, il faut être créatif et passionné pour pouvoir... D'accord. OK. Alors, une entreprise aujourd'hui, elle a donc intérêt à faire appel aux compétences de services comme ta société, Victor, pour venir voir, diagnostiquer les problèmes. C'est vraiment une priorité aujourd'hui, ça doit faire partie des enjeux qu'elle doit adresser. Alors, la sécurité, il faut vraiment en fait la visualiser comme étant une approche par couches successives. En tout cas, c'est la façon dont j'essaie de le vulgariser. Et l'idée, c'est que tout ce qui sera effectivement audit d'intrusion, bug bounty, prime à la faille, avec des plateformes de hacking éthique comme celle de Yogosha, par exemple. Pour moi, en fait, c'est vraiment une couche de la sécurité qui doit arriver à partir du moment où on a un certain niveau de maturité. L'idée, c'est la sécurité. On prend un modèle en couche, il y a une partie organisationnelle, managériale et une partie technique. D'accord. La mise en conformité sécuritaire, c'est un processus qui peut être extrêmement long, extrêmement complexe. Les entreprises, très souvent, se focalisent sur leur activité métier et pas nécessairement sur l'informatique. L'informatique, très souvent, est un outil et pas une priorité. Donc, pour une entreprise qui s'est focalisée de façon totalement légitime sur son activité métier, qui n'a pas eu le temps de développer tous ces aspects sécuritaires-là, il y a un certain travail de mise en conformité qui peut prendre une certaine quantité de temps. Et donc, en fait, en fonction de son niveau de maturité, de son degré de maturité, très bien, voilà, j'ai une charte informatique, j'ai établi les best practices sécuritaires, je travaille avec des partenaires de confiance, Microsoft, Prodware, pour venir augmenter la résilience de mes systèmes informatiques. Très bien, j'arrive à un niveau où je considère que je peux mettre à l'épreuve la résilience de mon infrastructure vis-à-vis d'une attaque en situation réelle. Et à ce moment-là, effectivement, on commence par des audits d'intrusion, donc généralement avec une équipe, une entreprise de façon extrêmement cadrée, comme par exemple la société justement que je détiens avec mon associé. Et ensuite, généralement, ce qu'on vient faire, c'est dans une multiple étape vraiment pour venir mettre à l'épreuve la résilience de nos systèmes, la capacité d'entreprise à réagir au tac sur tiens, une nouvelle vulnérabilité, tiens, je peux la patcher, nos systèmes sont sécures. Justement, on vient implémenter le bug bounty, qui est donc de la prime à la faille, sur laquelle on rémunère le hacker uniquement en fonction de la criticité de la vulnérabilité qu'il a pu remonter.
Alors, tu as mentionné Yogosha, qui est un partenaire de Prodware. Cyril, tu peux expliquer vite fait la relation qu'on a avec Yogosha et comment on travaille ensemble? Donc en fait, ce que l'on sait, c'est que dans ce contexte cyber, il faut s'entourer de spécialistes. D'accord. Donc effectivement, Victor fait partie d'une communauté, appelons-le comme ça, d'accord, d'hackers éthiques qui perpètrent délibérément et de manière facturée des tests de pénétration, du bug bounty vis-à-vis de nos clients pour éprouver leur sécurité. Donc voilà la finalité de cette démarche. Donc tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, s'ils veulent, parce qu'ils ne savent pas comment trouver ce service de hacker, ils peuvent s'adresser à Prodware, Microsoft ou à Yogosha et aller demander l'aide des hackers. Victor, donc tu viens de nous expliquer à l'instant les différentes méthodes pour qu'une société commence à se protéger, etc. Peux-tu nous donner quelques exemples, sans nommer de société forcément, mais de demandes de ce type, de sociétés qui sont venues te voir, ta société, et nous expliquer comment ça marche? Est-ce que c'est des audits qui durent 1 semaine, 2 ans? Qu'est-ce qu'on attend? C'est un rapport qui est fourni? Ce sont des conseils? Comment ça se passe sur le terrain? Je me permets du coup de reprendre le découpage classique. Donc on a l'audit d'intrusion, le bug bounty, la prime à la faille. L'audit d'intrusion, effectivement, généralement nous on le réalise au sein de ma société, BZ Hunt, sur lequel on a un client, on a un cadre, on a un scénario d'attaque et on vient tailler le scénario sur demande en fonction vraiment du besoin du client. Une intrusion physique, un drone qui est délivré sur site, une attaque par phishing, peu importe, tous les... Donc vous simulez tout ça et vous faites en temps réel ce qui pourrait arriver à cette entreprise. Effectivement, voilà. D'accord. Et ça, généralement, le livrable qui est attendu, c'est un rapport qui peut être tout à fait classique, effectivement, avec la typologie de problématiques sécuritaires, comment elle a été exploitée, comment la résoudre. Et généralement, l'idée, c'est d'apporter une plus-value derrière. Donc, en fait, c'est d'accompagner le client pour qu'il comprenne comment résoudre ces problématiques-là et vraiment s'approprier. En fait, avoir un partage d'expertise pour avoir une véritable montée en compétences. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt pour le client. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir créer un changement à terme à partir d'un audit. Ensuite, avec le bug bounty, notamment avec Yogosha, l'idée, c'est que un audit d'intrusion, généralement, se fait sur une période de temps. D'accord. Effectivement, après, on a la partie red team qui, elle, est beaucoup plus longue, mais généralement, la majorité des audits sont relativement courts, donc sur un delta T avec une équipe. Et l'idée du bug bounty, et c'est ce qu'en fait Yogosha cherche à faire, c'est mettre en relation un pool de hackers. L'idée, c'est l'intelligence collective, le crowdsource. C'est-à-dire que personne n'a la prétention d'être à lui seul un expert sur un sujet. Par contre, l'idée, c'est qu'en venant travailler ensemble de façon collaborative entre plusieurs pools d'experts, justement, on peut obtenir à terme une sécurité qui soit beaucoup plus élevée parce que une personne ne sait pas faire ça, l'autre personne sait le faire, et d'obtenir en fait une couverture presque 24/24 sur toute la durée de vie d'un programme de bug bounty qui est initié. Vous avez beaucoup de demandes en ce moment? Alors oui, absolument. Que ce soit sur du bug bounty, que ce soit sur de l'audit d'intrusion, les sociétés sont de plus en plus intéressées justement par cet aspect-là de la cyber, et en fait veulent vraiment savoir est-ce que nous on résisterait aujourd'hui, oui ou non. Et derrière, après, il y a aussi toute la partie recherche et développement. D'accord. En fait, l'audit d'intrusion, c'est très sympa, mais en tant qu'hacker, on a toujours envie d'être à la pointe de l'innovation. Bien sûr. Et vous devez être à la pointe, sinon vous serez plus efficace, d'accord. Et justement, d'ailleurs, en fait, on est vraiment heureux que des sociétés comme Microsoft, en fait, aujourd'hui, mettent en valeur justement l'expertise des hackers. C'est ce qui a été fait il y a 1 an avec BZ Hunt sur notamment certains services managés de Microsoft, et sur lesquels en fait on relance de la R&D, parce que aujourd'hui, on apprécie vraiment cette valorisation, en tout cas, qui est poussée par les compagnies de notre expertise. Et nous, on est heureux de pouvoir, en fait, apporter notre plus-value technique et d'échanger avec des équipes d'experts. Alors, j'ai une question pour Arnaud et pour Victor. Aujourd'hui, en France, donc, on a bien compris, Victor, que les sociétés se réveillent et commencent à avoir des demandes pour simuler leur efficacité face à la cybercriminalité. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très très bien protégé, 10 pas du tout protégé. Comment qualifieriez-vous les sociétés en France au niveau de leur protection à l'heure où je vous parle? Est-ce qu'ils sont plutôt vers le 10 ou vers le 1? Victor d'abord. En l'occurrence, plus vers le 10, malheureusement. Je passerai le curseur autour du 7 à 8. La raison, elle est la suivante. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, 2017, 2018, on commence à avoir une véritable explosion des attaques, des cyberattaques. D'accord. Très bien, le niveau de sécurité médian augmente, des partenaires de confiance qui viennent accompagner les entreprises pour augmenter ce niveau de sécurité médian, mais malheureusement,
On a toujours beaucoup trop de business, d'entreprises qui se focalisent uniquement sur l'activité métier, et c'est légitime. Donc en fait, c'est vraiment tout ce delta T sur lequel effectivement on a une tendance à la mise en conformité, qui va prendre quand même un certain temps avant que les entreprises puissent réellement être sécurisées. Aujourd'hui, sur la plupart des audits que l'on fait, on observe toujours, et généralement même nous-mêmes par ego technique, on ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé en fait plusieurs vulnérabilités critiques. Et donc in fine, c'est un travail qu'il faut faire à terme, mais c'est pas en fait un jugement qu'il faut apposer à l'instant T en disant ok, très bien, aujourd'hui toutes les entreprises sont vulnérables. Non, aujourd'hui les entreprises ont encore du chemin à faire, du chemin à réaliser, et in fine, on tendra, en travaillant tous ensemble, vers un monde plus sécurisé. Et ça, c'est ce à quoi, je pense, aujourd'hui, on croit tous autour de la table. Arnaud, tu partages ce que vient de dire Victor ou... Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est pas évident d'attribuer une note, mais oui, j'ai le sentiment que sur les environnements, on va dire, classiques, donc les environnements on-prem, le niveau de sécurité est encore très, très faible. Et est-ce qu'il y a un peu beaucoup de raisons, les entreprises se disent peut-être ça n'arriverait pas à nous, c'est pas pour nous, nous on est à l'abri. Il y a un peu cette réaction naïve de dire ça ne nous arriverait pas, oui. Sans doute, sachant que elles ont raison. C'est que la majorité des entreprises qui sont touchées sont pas forcément ciblées. D'accord. C'est vraiment de l'opportunisme, c'est pas autre chose. Et quand on reprend l'image de dans le monde physique, une rue avec des voitures, quelqu'un qui va chercher à ouvrir toutes les voitures pour voir celle qui a pas été verrouillée ou qui est pas bien protégée. Le monde numérique, c'est similaire. D'accord. Donc les entreprises malheureusement peuvent être touchées sans discernement avec le bruit de fond en fait des attaques qui vont chercher à trouver des failles. D'accord. Il y a aujourd'hui sur les environnements on-prem beaucoup de failles qui reviennent. C'est un peu des grandes catégories et c'est vrai que si on mettait des bonnes pratiques, des basiques, on permettrait de remonter le niveau de sécurité. Après, sur la partie on-prem, on en a parlé, mais la partie cloud, je pense que le niveau de sécurité est quand même un peu plus élevé. D'accord. Alors pour plein de raisons, parce qu'on a un partage de responsabilités, et il y a des choses qui sont faites directement par le fournisseur de cloud. Okay. Donc sur ça, en fait, souvent on a un meilleur niveau. Néanmoins, les problèmes qu'on va avoir, c'est plutôt des défauts de configuration. C'est plutôt des pratiques d'administration qui sont pas forcément à l'état de l'art. Alors je m'explique, c'est de pas utiliser d'authentification multifacteur quand je vais administrer un environnement cloud. C'est d'administrer mes services cloud depuis un appareil qui est pas protégé, un appareil qui me sert à faire de l'email et de l'internet, et donc de pas durcir le poste d'administrateur. Donc une vulnérabilité évidemment. Et qui fait rebond. Et donc par rapport à ça, Microsoft, on propose quelque chose qui s'appelle le Secure Score. Qui permet en fait de détecter sa posture de sécurité. D'accord. Donc comme l'échelle. C'est une sorte d'autodiagnostic de sécurité qui est à la portée de tout le monde avec des recommandations. Mais c'est déjà un premier niveau pour faire une boucle entre la détection des failles et de mettre en place des mesures de prévention, des bonnes pratiques. Et après, je reviens sur est-ce que mes bonnes pratiques sont appliquées ou non. Et donc, on revient un peu à ce qu'expliquait Victor avant sur le test de vulnérabilité. En continu, regardez où j'en suis. D'accord. Bon, nous arrivons à terme. En tout cas, vous l'avez bien compris, la cybersécurité est absolument nécessaire et il faut vous y plonger, étudier ça de très près. Victor, merci beaucoup d'être venu, ça a été passionnant. Merci à vous. Arnaud, merci beaucoup aussi d'être venu. Et Cyril, je crois que tu as quelques mots de conclusion à nous livrer. Je pense que cet échange a mis en lumière 2-3 principes sur lesquels on va revenir. Le premier, c'est effectivement la nécessité absolue de s'engager dans la cybersécurité. Ça, c'est une évidence pour tout le monde maintenant. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous avons invité délibérément Microsoft et Yosha parce qu'on lit bien que ce sont deux acteurs majeurs du monde de la cybersécurité. Microsoft, avec son écosystème cybersécurité de bout en bout, c'est la force de Microsoft, que ce soit en on-prem, en cloud, l'ensemble de la sécurité se gère de manière unique, et ça, c'est une force monumentale dans un monde qui n'est pas simple. Yogosha, nous l'avons compris, nous aide à éprouver la sécurité de nos clients, c'est fondamental. Prodware, de son côté, est un acteur de la cybersécurité, a un large catalogue. On a cité un peu les différents domaines. Oui. Le domaine de la sécurité des devices et des users, fondamental, c'est la base de tout, d'accord. La sécurité périmétrique, entre mon monde privé et le monde extérieur risqué, d'accord. La sécurité des systèmes et des données, la sauvegarde, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est important, comment effectuer des sauvegardes de qualité, ok. Et puis enfin, les solutions d'audit qui sont importantes, tu l'as dit Arnaud tout à l'heure, eh bien, il y a toujours des bruits avant-coureurs avant une attaque, et donc il faut être à l'écoute de ça, voilà. Et donc Prodware englobe l'ensemble de cet écosystème et de ses partenaires pour fournir le meilleur niveau de sécurité à ses clients. En synthèse, si je devais résumer, nous dirions qu'effectivement, il vaut mieux
prévenir que guérir dans ce monde-là. C'est fondamental. Respecter les best practices. Aujourd'hui, on sait que le risque zéro n'existe pas, mais cependant, le respect de ces grands principes qu'on a évoqués tous ensemble réduit considérablement le risque. C'est ça peut-être la conclusion de cet échange. Voilà. Alors merci encore messieurs, merci à vous d'avoir écouté cette table ronde sur la cybersécurité. Nous animerons d'autres tables rondes, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.